De mon aïeul, mon arrière-grand-mère, il m'est venu un carnet un jour d'un héritage qui n'intéressait personne. En ouvrant son carnet, je suis tombée sur son journal. Il y avait aussi des feuilles volantes d'une écriture qui n'était pas la sienne, celle d'un homme nommé Thomas, un Allemand. En 1914, Marie avait 24 ans et Thomas 27. Elle habitait Flirey et lui Fribourg en Allemagne. En lisant son journal et les pages écrites par Thomas, j'ai eu le besoin irrépressible d'aller sur leurs traces. Cette histoire est la leur, et c'est aussi celle d'une guerre. Dans le carnet de Marie, une carte postale griffonnée est tachée d'un village oublié, Flirey, sur la route de Toul-à-Verdun, un carrefour. C'est un lieu entretenu avec beaucoup de détails décoratifs dans les baies ou les pierres. Il ne reste que l'emplacement de l'ancienne église et le cimetière pour témoigner des ravages de la guerre qui a anéanti le village. Un bel endroit avant-guerre, un village de 400 âmes et 136 feux plutôt prospère. Je parcours cette terre, aujourd'hui douce au regard et sans doute si terrible il y a 100 ans. Je trouve ces ruines romantiques, mais elles portent aussi une grande tristesse. Marie a vécu ici. Mais comment vit-on avec les morts, demande Hannah Arendt. Oui, comment vivre avec mes morts à moi, Marie et son Thomas? Il me faut des réponses, il me faut davantage. Il me faut aller sur les chemins personnels de ma lignée et croiser ma mémoire familiale avec l'histoire. Quand je rendais visite à Marie, qui était de Flirey, nous explorions ensemble les villages des alentours où Marie avait une nombreuse parenté. Flirey était organisée sur une rue est-ouest avec les fermes à l'est et les maisons plus bourgeoises et les autres activités à l'ouest de la rue. Au centre, le cœur du village avec l'église en contre-haut, en bas la place du village et la mairie, le grand lavoir et la fontaine. Quand Thomas venait depuis Fribourg, il était très curieux de la France et de la Lorraine. Il l'était comme un humaniste et évidemment comme un amoureux. Flirey était mon village, avec la grande église dominant de la butte de l'autre côté de la rue principale. On découvrait le paysage des fermes en entrant dans le village. En parcourant les rues, je lui expliquais le quotidien des gens d'ici. Il y avait une immense majorité de fermiers et paysans. Ils vivaient en autarcie presque complète. C'était un monde qui changeait peu. Les rues étaient larges, avec le fameux usoir lorrain que j'avais découvert à cette occasion. Sur cet élargissement de la chaussée, la hauteur du tas de fumier, les carrioles et charrues attestaient de la richesse du propriétaire. Les façades étaient agrémentées par les rosiers, pieds de vigne ou poiriers grimpants. Et puis, il y avait les bancs. Les vieux y tenaient quoiraille, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient pour tout commenter et critiquer, à commencer par Marie et moi. Dans nos villages d'avant-guerre, la mairie et l'école étaient des lieux très importants. À Flirey, la mairie était un grand bâtiment aux finitions soignées, chaînage d'angles, linteaux décorés et un spectaculaire fronton pour compléter. L'électricité nous paraissait aussi lointaine qu'un mirage, mais il y avait une ligne téléphonique par village dans une salle de la mairie réservée à cet usage. Pour connaître les dernières nouvelles du pays, il y avait les fontaines et lavoirs, en plus des auberges et cafés. C'était le domaine exclusif des femmes, surtout les lavoirs. Celui de Flirey, au cœur du village, était grand et beau. Il avait été construit vers 1860 en pierre de taille et nous en étions fiers. Les Flirottines avaient de la chance de bénéficier de l'abri de l'auvent les jours de pluie. À l'intérieur du bâtiment, il y avait une fontaine communale.
Les jours de lessive, ils s'échangeaient autant de commérages et de cancans que de savon. Le bruit des planches à frotter le linge rythmait alors ce salon improvisé. La vie rurale était rythmée par les saisons et par le climat. Les fermes se tenaient chauds les unes les autres pendant l'hiver. Nos villages étaient faits pour garder la chaleur. Et inversement, pendant l'été lorrain qui peut être très chaud, les murs conservaient la fraîcheur. Saint-Étienne était une très grande église, avec un presbytère et une école de filles à ses côtés. Dominant le village, elle était l'objet de discordes entre maires et curés successifs depuis plus de 50 ans. L'église était démesurée et encore plus lourde dans sa tribune. Le maire avait d'autant plus donné que personne ne savait en jouer dans la paroisse. En 1876 et 1877, le clocher-porche gothique et monumental était construit par un autre architecte. C'était un clocher-porche très riche et très orné, avec un mouvement ascensionnel renforcé par des éléments décoratifs néo-gothiques tels les gables, les pinacles et autres. La flèche en ardoise de l'église était couronnée par une très belle croix et un coq-girouette. La Saint-Étienne d'avant-guerre était donc une grande église avec 3 vaisseaux, le vaisseau central étant le plus haut. Son élancement vertical était renforcé par l'absence de tout chapiteau. Le regard montait des fûts des colonnes aux croisées d'ogives sans solution de continuité. Les baies à remplage gothiques étaient presque toutes différentes et le mobilier était très soigné. Confessionnal, banc de communion et tribune d'orgue. Les voûtes quadripartites donnaient l'impression d'une toile de pierre suspendue. Les voûtes étaient remarquables par l'élégance de leurs dessins, et particulièrement celle du chœur. Une clé de voûte imposante permettait de réunir plusieurs arcs. Le pays de Marie, comme le mien outre-Rhin d'ailleurs, était un endroit calme, paisible en apparence. Mais nous évitions tous les deux d'aborder l'annexion de l'Alsace-Moselle et je cachais mes journaux allemands en France et mes journaux français en Allemagne. Nous avions suspendu au-dessus de nous une épée de Damoclès qui ne cessait de s'alourdir sous le poids des revendications. Et nous ne savions pas encore qu'en une semaine, le monde pouvait basculer dans une guerre aussi totale que meurtrière. Thomas et Marie n'avaient pas vu venir la tempête. L'été 1914, du 28 juillet au 4 août, le sort de millions de personnes se joua en quelques télégrammes et déclarations. L'avancée allemande d'août 1914 prend tout le monde au dépourvu
et l'affolement des états-majors français est révélateur de la situation. C'est là, sur cette ligne qui court comme une cicatrice béante de la mer aux Vosges, que des millions d'hommes vont se battre, survivre et mourir. Marie, mon amour, je ne t'enverrai jamais cette page, je n'en ai pas le droit. Mais je t'écris quand même dans l'espoir que mes mots te parviennent un jour, ce journal t'est donc dédié. Ici, la propagande est terrible, pas moyen de démêler le vrai du faux. Je sais que Flirey a été évacué avant d'être bombardé et se trouve maintenant dans le No Man's Land. Le village est très abîmé, les fermes sont par terre. Quant à Seicheprey, je n'en ai pas de nouvelles précises. Les églises que nous avons tant visitées sont par terre, étant les cibles prioritaires, tant pour ton aviation que pour la mienne.